Hello, and welcome to Eclair TV. Today we are with Iwan. Hello, Stick. Eclair TV. Stick is in the house. Lindsay. Bonsoir. Et c'est marrant parce que ici personne n'a son vrai nom. Ça vient du graffiti, ça, c'est l'histoire du graffiti. C'est quoi exactement cette histoire de ne pas avoir son vrai nom? Comme ça vient quand même du mouvement hip-hop Vandal, maintenant c'est à la mode, mais à l'époque on ne se vantait pas du tout de faire ça. Et donc on est loin de laisser nos vrais noms de famille sur les murs parce qu'on ne voulait pas se faire attraper par la police. Donc tu es une artiste hip-hop? Alors non, je ne suis pas une artiste hip-hop. Vandal. Je suis hip-hop. Tu es Vandal? Alors il y a une part de moi qui est Vandal. Et l'autre part? La personnalité elle est multiple. J'ai plein de facettes différentes de personnalité. Non, mais en tant qu'artiste. Alors en tant qu'artiste, je me définirais pas comme une graffeuse Vandal. Ça fait partie Graffeuse alors? J'ai fait du graffiti. Je me considère artiste pluridisciplinaire. Oui, mais ça c'est autre chose. Oui. Par rapport au graffiti? Mais non, c'est à toi de nous dire par rapport à quoi. Alors, est-ce que je me considère Vandal? Un petit peu, parce que je suis un petit peu anarchiste dans l'âme. Une part de moi en révolte contre le système établi qui voudrait changer le monde. Je pense que y a beaucoup d'artistes qui ont un petit peu ça dans le cœur, l'envie de changer le monde, non? Vandal? Un petit peu. Moi, Vandal. Vandal? Moite-moite. C'est quoi l'autre moite? Enfin, pour moi, Vandal, c'est vraiment. Tu sors dans la rue pour faire du tag, du lettrage, du graffiti, on va dire, pur. Mais Vandal aussi dans un sens parce qu'il y a beaucoup de peintures que je fais, contrairement à ce qu'on peut croire, qui sont illégales. Donc c'est une forme de vandalisme. Mais pour moi, je dissocie quand même bien la pureté même du graffiti où tu sors et tu vas taguer. C'est quelque chose qui est encore en moi, donc que j'aime faire. Mais il y a aussi l'autre partie où j'aime aller sans autorisation, mais pour faire plus ce que je fais aujourd'hui comme peinture. Quand tu dis encore en toi, c'est-à-dire que c'est presque parti? Non, c'est toujours là, mais comme il y a parce qu'il y a de nouvelles casquettes. Donc les gens peuvent penser qu'avec le body painting, la toile, c'est des choses comme ça. Donc la fresque. La fresque, oui, la fresque. Donc ouais, même si je pense qu'aujourd'hui je suis plus en atelier que sur fresque et sur corps. Carré, malgré les grands formats. À part en mètre carré, oui, mais oui. Est-ce que plus c'est grand, plus c'est bon pour Stick? Ouais, ça je pense que c'est lié à l'ego, oui. Ouais. Moi j'aime ça. Ouais. Et le plus grand que tu as fait, c'est laquelle? Pointe-à-Pitre, je crois. C'est celle de Pointe-à-Pitre? Ouais, le portrait rose, là. Rose, bordeaux, fuchsia. Et alors, tu t'es lâché, là? Ouais. Grave. En plus, j'étais payé. C'est cool. Oui, non, mais à part ça. Il faut le dire aussi, hein. On parle pas assez d'argent Enfin, on parle pas assez d'argent. Je veux dire, il faut que les gens comprennent aussi, qu'ils comprennent que c'est notre boulot. Ouais, ça fâche. Donc, ouais. L'argent et la politique. L'argent et la politique. En parlant de politique. Hop, je disparais. Il y a des boutons là, j'ai envie d'appuyer depuis tout à l'heure, ça me démange. Qu'est-ce qui se passe au CAC? Eh ben, il y a un gros mouvement de résistance citoyenne qui s'est organisé. Et c'est vrai que... De résistance à quoi? Alors, de résistance au manque de soutien politique à la culture notamment. D'accord, je ne veux pas parler de politique. on va dénoncer personne et on va accuser personne, c'est pas le but. Mais tu étais au CAC? Oui, moi j'étais au CAC, oui. Tu as travaillé au CAC? J'ai fait 2-3 petites œuvres au CAC. Stick? Non. Parce que? Parce que c'était au début pour moi trop politique. Même si avant même qu'il y ait le CAC, je disais déjà que c'était pas normal qu'il n'y ait plus de centre des arts. Donc je suis entièrement pour l'action artistique, artiste résistant, ça je suis 100% pardon. Mais pour moi c'était encore un peu trop politique au début. Est-ce qu'on peut parler d'art sans parler de politique, ou est-ce qu'au bout d'un moment ça finit, ou est-ce que le street art est forcément politique? C'est pas une obligation, hein. Et là le message il est pas que politique, il est... Le street art. Street art. Ouais. Non, mais après ça dépend si on se fait un peu récupérer. Après, de toute façon, qui? Les politiques, je pense que. Comment? Je sais pas.
je voudrais pas dire trop de bêtises, mais Essaie de dire sans dire de bêtises. Les politiques ont tendance à nous oublier un peu. Ok. Mais quand on fait un événement et qu'on est un peu en lumière, ils rappliquent. Pour, je sais pas pourquoi, pour nous dire des choses et des fois pour nous parler de projets qui n'aboutiront jamais. Qu'est-ce que tu as fait au CAC? Moi au CAC j'ai fait un memory pour de Varieux. C'est quoi un memory? C'est un grave pour sa mort. Un hommage, tu veux dire? Un hommage, ouais, mais je l'ai dit C'est le un terme peu à street art, c'est ça? Ouais, c'est street art, ouais, je le dis un peu comme ça. Et voilà, j'ai fait ça, j'en ai fait 2. Et puis, les 2 pour des varieux? Voilà, ouais, Ok. 2 pour des varieux. C'est quoi, c'est des portraits ou c'est comment? Non, c'est du lettrage. Du lettrage simple, c'est un peu ce que je fais, donc avec ce que je fais, je lui ai rendu hommage. Et après, je me suis un peu régalé en faisant un gros graphe en l'air avec nacelle à plus de 10 mètres. Et d'où vient cette nacelle? C'est l'entreprise Lucas System qui la prête au Centre des Arts. Voilà, on leur remercie d'ailleurs. Merci. Qui la prête aux artistes alors? Oui, qui la prête bénévolement pour le cœur et pour le soutien à la cause. Donc c'est magnifique, c'est rare. Hein. Et donc, qu'est-ce que tu as alors avec cette nacelle? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un graphe en hauteur. J'ai fait un graphe en hauteur. C'est quoi? J'ai fait un A1, tout simplement, un graphe en hauteur parce que on sait qu'en hauteur ça va pas bouger parce que c'est plus difficile, disons. Voilà, c'est plus difficile. Et qu'au Centre des Arts, il y a vraiment un turnover, c'est ça? Comment on dit, voilà, où graffeurs, plasticiens se font repasser un peu. On est là, on est là pendant peut-être quelques temps et après ça devient éphémère. Hop, ça disparaît. Ça disparaît sous les coups de pinceau ou de bombe de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est un problème, ça, non? Ça, c'est un problème pour moi. Stick, c'est un problème? Pardon. Oui. Quel problème? Il y a assez de place. Ah oui, exactement. Il y a assez de place. Pourquoi repasser? Tu vois, enfin moi c'est mon point de vue, hein, mais c'est même pas pour le CAC parce que j'y suis pas, donc je peux pas dire. Mais je parle même de la Guadeloupe. De manière générale, il y a assez de place. Donc replacer, c'est un acte de provocation. À la base. À la base, dans la rue. Dans la culture. Dans la culture, dans la rue, dans la rue. Oui, dans la rue, dans la culture, c'est ça. C'est tu me toilles. Quand tu es dans la culture de rue, tu veux dire? Oui. Ok. Oui. Tu me toilles, c'est que tu as un problème. Tu me repasses. Toyer, c'est quoi? Toyer, c'est soit faire un tag, soit faire quelque chose par-dessus, mais laisser quand même des morceaux. Ce qui montre bien que là, il y a un gros manque de respect. On t'a bien. C'est pas qu'on sait pas qui. On sait très bien, la personne sait très bien ce qu'elle a fait. Sur qui on a repeint, quoi. Après, tu as aussi ceux qui repassent complètement, qui effacent complètement. C'est toujours quand même, surtout s'il y a de la place à côté, c'est vu comme une agression, on va dire. Maintenant, il y a aussi le principe, si tu me repasses complètement, fais quelque chose de mieux. C'est ça. Moi, je trouve que... Qui dit si c'est mieux? Le milieu. Quel milieu? Tout le monde. Ouais, le milieu. Donc il y a une sorte de consensus général. Ouais, mais le consensus général, il n'est pas forcément direct, quoi. C'est implicite. Oui, j'entends. On le sait, en fait, tu vois. Alors, il y a des guerres là-dessus. C'est ça. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Je veux dire, comment est-ce que tu sais que Iwan est d'accord parce que vous parlez par religion. Le tag, c'est une religion, donc on apprend aussi les codes. Voilà. Oui, mais vous parlez comment? Mais on se parle pas. C'est-à-dire, tu reconnais un trait. Donc, oui, mais je veux dire, au lettrage, à la donc qualité. le respect et le fait de s'accorder que c'est bon, ça vient du fait que l'œuvre reste plus ou moins longtemps. Plus elle reste longtemps, plus c'est qu'elle est vue comme étant de bonne qualité et respectée par l'ensemble de la communauté. Il y a une notion de qualité, mais il y a aussi qui tu es. Il y a une notion de légitimité et de crédibilité. Alors, là-dessus, c'est bien remis en question parce qu'il y a eu des fresques magnifiques de personnes connues que je ne citerai pas qui ont été taillées pour être remplacées par du lettrage, on va dire sale, entre guillemets, pas travaillé au niveau de l'esthétique. Et il y a quand même différentes mentalités par rapport à ça. Et Ewan, il sait. À Paris, ça fait partie de la mentalité du graffiti et du milieu de se faire tailler parce qu'il y a peu de place sur Paris. Il y a peu de murs libres et donc ça fait partie du graffiti de se tailler et de faire des guerres de territoire. Voilà. En Guadeloupe, on a la place. Et donc il n'y a pas cette culture-là dans le graffiti guadeloupéen. Non mais je cherche de quel mur elle parle. À Paris. Non, ici.
Non, elle parlait à Paris. Non, elle a dit. Elle dit qu'il y a des murs qui se sont fait toyer ici. Je cherche et que quel c'était mur. pas légitime. À côté du tien, là. Non, tu parles ici en Guadeloupe ou au CAC. Ouais, par exemple. Oui, mais ça montre justement des différentes mentalités, parce qu'il y en a qui pensent que une fresque travaillée avec plus d'heures, plus de peinture, a plus de valeur qu'un lettrage type Vandal. Mais les gens qui viennent de la rue et du hip-hop et des mentalités de Paris ne pensent pas comme ça. Bah, nous, on pense pas comme ça. Ils ne font pas d'échelle de valeur entre du lettrage et un visage. Et d'ailleurs, c'est malheureux parce que c'est encore de nos jours très mal compris, le lettrage, par rapport aux fresques. Le lettrage, parce que moi par exemple je fais beaucoup de choses avec des écritures. J'en ai fait beaucoup dans la rue, notamment j'ai recopié Cahier d'un retour au pays natal, j'ai recopié tout le livre sur les murs des Terres Saint-Ville en Martinique en 99. Mais pour moi c'était pas du street art parce que je sais pas, c'était pas encore à la mode, je sais pas quoi. Mais c'est du street art. C'est du street art parce que c'est sur les murs. Mais graffiti en plus. Mais le fait que j'écrive et qu'en fait je retranscris un texte qui existe déjà sans, si tu veux, avoir cette espèce de... J'ai une recherche d'esthétique mais qui reste figée. Tu vois, mon écriture est la même, lettres capitales les unes au-dessus de l'autre. Tu vois, je cherche pas à faire des choses, les lettres sont pas les plus grandes les unes que les autres, etc. Donc mon domaine esthétique, il reste figé, il est établi d'une certaine façon. Et moi, ce que je cherche, si tu veux, l'émotion ou le message dans le choix des textes, le choix des endroits, etc. Tu vois, la mise en place et tout ça. Alors que il y a une approche de la lettre et de l'écriture qui est différente, par exemple, dans ton travail. Ouais. Tu vois, juste en contexte, la relation entre la peinture et l'écriture, c'est une relation qui est ancienne et elle est multidimensionnelle aussi. C'est-à-dire que, par exemple, à la base, les peintres, Guéricault, etc. Et par exemple, si tu as un récit, le rapport le plus important, le plus connu, c'est le radeau de la Méduse. C'est une histoire qui s'est passée, qui a été écrite, et après qu'elle lui ait été écrite, elle a été faite en tableau. Tu vois, mais il y a plein comme ça d'épopées qui sont écrites et qui après sont en tableau. Donc le tableau vient un petit peu, pas vraiment illustrer, mais rappeler quelque chose qui a été écrit. Donc la relation entre la littérature, c'est celle un peu d'illustration. Et puis après, l'écriture rentre plus dans un côté un peu graphique. Tu vois, et après, et donc la relation entre l'écriture et la peinture continue comme ça à changer, si tu veux. Et mais dans le street art, dans le vandal et dans le graphe, c'est ça ? Oui, le graphe. On a du mal à comprendre un peu l'évolution et les différences, quoi. Bah oui, parce que les personnes viennent dans la rue avec chacun a son message à faire passer. Ça veut dire, pour rebondir à ce que tout à l'heure, quand tu t'exprimais dans la rue, c'est du graffiti. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le graffiti existe depuis vraiment longtemps. Et le graffiti n'est pas le writing. Le writing, c'est les Américains. On tag, on a un pseudonyme. Le graffiti, en lui-même, c'est celui que tu peux voir aux toilettes quand tu vas dans un bar et il y a marqué je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est du graffiti. Voilà. Mais à force que les personnes prononcent les choses un peu en mélangeant tout, eh ben on se retrouve avec les graffeurs, avec les taggers. Le mot graffiti, voilà. Il a pris l'identité du writing. Voilà, il a pris l'identité, on a voulu simplifier, alors on fait graffiti. Et c'est très codifié, il y a des styles. Et c'est vrai que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Les lettrages sont difficilement lisibles par les gens qui connaissent pas ces codes graphiques-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est minimisé et les gens ne voient pas toujours le côté calligraphique dans un lettrage type graffiti writing. Je voulais juste finir, c'est que en fait ce qui se passe, c'est que les graffeurs s'adaptent un peu aussi au regard des gens et à ce qu'on leur dit. Ça veut dire, on va commencer par le lettrage, mais celui qui s'en sort un peu avec des personnages, eh ben on va le focaliser sur le personnage, puisque ça plaît.
Donc il va oublier son identité de writers et au final, eh ben, il va faire ce que les gens leur disent. Les gens, c'est qui? Le public. Mais en quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de satisfaction personnelle, quoi. Non, oui, mais c'est comme il dit, c'est bon, c'est beau, c'est esthétiquement plaisant de faire un portrait, par exemple, ou de faire du décor. Donc le gars qui à la base fait du graffiti, qui fait ses lettrages, ses tags et tout, et puis qui commence à le développer, et puis qui voit que bon, mais finalement c'est ce qui plaît et c'est ce qui peut, je pense, aussi ramener de l'argent, en fait. Tu vois, c'est se dire je vais pouvoir gagner ma vie en faisant ça, donc il faut que je fasse des persos. Et après ça s'est démocratisé, aujourd'hui les gens commencent à comprendre, mais moi ce que j'aime à rappeler, c'est un peu ce qui se dit là, c'est que pardon, il faut que les gens comprennent que sans ce qu'ils n'aiment pas, il n'y aurait pas ce qu'ils aiment, en gros. Bravo. Ouais. C'est très intéressant parce qu'en fait c'est une vision qui est un petit peu différente d'une vision académique de l'art et de la recherche artistique ou esthétique ou même du discours, quoi, tu vois, le discours artistique contemporain sur l'art contemporain, mais on va y arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que mais toi tu parles de portraits, mais tu fais beaucoup de portraits aussi. Ouais, mais par exemple moi quand je faisais du graffiti avant d'en faire avec un numéro de tirette, on va dire, je faisais que du lettrage ou du décor. Ou tu faisais un mélange, je faisais des portraits avec des lettres. Ah non. Avant ça, je faisais que du lettrage ou des décos ou des. Si mais à un moment tu faisais des. Mais ça, c'est, je te dis, avant d'avoir un numéro de tirette. Donc c'est-à-dire avant de commencer à me dire que je veux devenir un artiste. Non mais tu as fait des portraits avec des lettres et les lettres faisaient les portraits. Non, ça c'est à partir de quoi, 2008, 2009, 2010. Oui. Mais avant non. Non mais tu as fait ça aussi. Oui, mais ça c'est quand j'ai commencé. Mais ça c'était après déjà. Mais ça, c'est que quand j'ai commencé, ça c'est mon évolution. C'est-à-dire que moi en tout cas, j'ai pas pu passer de ce que je faisais à faire un portrait figuratif comme ça. Il faut que la transition se fasse petit à petit. C'est ça. Mais ouais, voilà. Mais donc, ce que tu dis, c'est que même toi, tu en es victime alors, dans un sens, du succès économique. Moi, je sais que, ayant toujours fait ça, fait du lettrage ou du tag ou du décor, à un moment donné, parce qu'effectivement, déjà, même dans le graffiti, il y en a qui faisaient des portraits, des choses comme ça, moi, ça m'a attiré. Je voulais juste déjà essayer, en fait. Savoir si je pouvais si j'étais capable d'en faire, comment c'était possible, comment on en faisait, essayer d'aller plus loin. Moi, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Et donc dans mon évolution, je me suis dit, je vais évoluer aussi par là. Moi, c'était plus une envie personnelle qu'un constat de ce qui fonctionne. Et c'est après que je me suis rendu compte que, ah ouais, en plus, quand tu fais des portraits, les gens préfèrent. C'est ça. Tu vois ? C'est après que je me suis rendu compte de ça. À la base, c'était vraiment moi. Oui, mais ce que je dis, c'est que tu en es victime aussi dans un sens. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme une victime, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu as été happé par ce mouvement, je veux dire, par cette espèce d'inertie. C'est surtout par cette réalité. Oui, mais en fait, c'est pour ça que les gens te disent, disons que tu es invité à exposer, mais on te fait comprendre qu'on aime tes portraits, machin, donc c'est plutôt dans ce sens-là que tu vas, quoi. Même pour avoir rencontré quelques personnes qui, entre guillemets, font l'art, en tout cas lié au street art sur l'Hexagone ou tout ça, où les gens te disent faire du lettrage, tu vois, c'est pour ça que c'est ça, et on te fait comprendre, en fait, le lettrage pour eux, le lettrage, c'est vraiment un truc. Mais au bout d'un moment, est-ce que ça va où? Parce que on a besoin de combien de portraits sur les murs de la Guadeloupe? Je veux dire, on a besoin de combien de têtes de gens? Jusqu'à ce que les mentalités commencent à comprendre que le lettrage est tout aussi beau. Tu vois, ou autre chose. Ou autre chose, mais là, comme on parle du graffiti. Donc le graffiti, ça peut être, c'est pas que, je veux dire, le graffiti ou le street art n'est pas condamné à faire des lettres ou des portraits. Non, on peut faire autre chose. Non, on peut faire des scènes. Après, des scènes, on peut faire. C'est ce qu'on fait. Quand on parle de lettrage ou portrait, pour nous, si on fait une fresque, il va y avoir un lettrage, un portrait, on va se dire, ok, on fait quoi derrière? Il y a un ensemble. Oui, mais enfin, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Des poissons. Des scènes, c'est ce qu'on va considérer comme des scènes, ou des soucougnants, je sais pas, on peut faire. C'est des scènes, en fait, pour il y a une base. Oui, mais aujourd'hui, quand tu tournes en Guadeloupe, c'est un portrait après un autre, quoi. Ça dépend justement si on est dans les codes des writers ou pas. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de portraits en Guadeloupe. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ce qui permet aux gens d'exister. Voilà, c'est dommage parce que... C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, je me suis posé la question sur le portrait d'Henri Joseph.
qu'ils ont fait avec le CAC. Au Centre des Arts. Henri Esquem. Je me suis dit, c'est marrant. Moi, j'aime bien Henri Joseph, c'est une sorte de héros national. Mais c'est pas une superstar. C'est pas Jacob Desvarieux, c'est pas. Tu vois? Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est en même temps, c'est vrai, je me dis, mais on a besoin de combien de portraits? Mais en même temps, c'est un peu naturel que le peuple, les artistes, rendent hommage ou érigent un peu des choses par rapport aux personnes qui semblent importantes pour le pays. Ouais. Après, il faudrait que tu invites Scum et Doogie et que tu leur poses la question directement. Pourquoi ils ont choisi de le peindre lui? C'est ça. Nous, on ne peut pas répondre à leur place. Non, mais lui, c'est un exemple, hein, mais c'est juste... c'est idéologique aussi, derrière le choix du personnage. Ouais, je sais pas. On est rentré tout de suite dans la discussion, ce qui est pas mal. On n'a pas fait beaucoup de présentations, mais en fait, toi, tu es Guadeloupéen, mais tu es né en France et tu as vécu en France. Et tu retrouves ton pays. Quand on est né en France, qu'on a vécu en France pendant longtemps, je ne vais pas dire ton âge parce qu'on n'est pas, c'est pas important, mais je veux dire, tu as fait une grande partie de ta carrière, tu as été à l'école là-bas, tes études, tu es devenu artiste là-bas, tu as eu tes enfants là-bas, et d'un coup tu rentres, et ça fait 3 ans que tu es là. Est-ce que on est Guadeloupéen comment quand on est comme ça? Quand on est comme ça, on est Guadeloupéen. Moi, je suis Guadeloupéen à part entière. Après, c'est certaines personnes, je sais pas, peut-être que... Moi, je l'ai pas ressenti. T'as pas ressenti quoi? Le rejet. Le rejet, parce que... Tu te sens bien? Je me sens bien, oui. Parce qu'à une époque, dans les années 80... où tu venais de passage? Où je venais de passage, j'étais considéré un peu comme le métro... le négropolitain. Ouais, voilà, ce mot, j'aime pas. Je voulais essayer d'esquiver ce mot, tu l'as dit. Mais... Et tu l'aimes pas parce que tu le reçois un peu comme une mise à l'écart. Bah oui, une mise à l'écart. Et puis... le pays, enfin la métropole où j'ai vécu, j'avais déjà cette discrimination. Donc quand on revient au pays donc et qu'on se fait traiter, t'es pas bien là, t'es bien nulle part. Je suis bien nulle part. Voilà, il y a ce côté où on est nulle part. Donc voilà, moi le graffiti ça m'a sauvé parce que justement je faisais partie du graffiti. Donc c'était ma religion, c'était mes amis, je me suis créé une famille et ma bulle. Et voilà. Stick, est-ce que le graffiti t'a sauvé? C'est pas parce que tu ris que c'est pas vrai. Oui, non, mais je m'attendais pas à la question. C'est pour ça que j'aime bien venir là. Ah, t'aimes bien venir finalement. Moi j'aime bien venir. Je t'ai dit oui tout de suite. C'est ta thérapie. Non, j'ai d'abord essayé de négocier. C'est ta thérapie. Mais c'est ça. Donc oui, le graffiti m'a sauvé. Comment? Tu m'as dit puisque c'est ma thérapie. Non, moi il m'a pas sauvé. Je pense qu'il m'a aidé. Ouais, il m'a aidé à grandir, à comprendre qui j'étais, d'où je venais, pourquoi je le faisais. Ouais, exactement. Ouais. Qui tu es? Qui es-tu? Je sais pas si j'aurai toute la réponse un jour, mais ouais, j'ai. Ça t'a apaisé? Ouais, j'étais pas apaisé, mais. Mais tu te rends compte, en fait, tu te sentais pas apaisé, mais maintenant tu te rends compte que ça t'a apaisé, quoi. Ouais, je pense. Tu étais plus nerveux que tu pensais que l'être, en fait. Sûrement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'aime ma vie. Est-ce que tu peins est-ce que dans la réalisation, je parle quand tu es dedans, pas quand tu réfléchis, machin. Et je parle des œuvres, je parle soit des fresques, soit des peintures, je parle pas du body painting. Est-ce que c'est une pratique qui est dans laquelle il y a du plaisir ou plus de l'angoisse, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu fais ton grand portrait à Pointe-à-Pitre, par exemple, le grand portrait Fuchsia, que tu es debout devant ce mur. Peindre, ça m'excite. Ouais. Ça m'excite. Je parle pas sexuellement, je parle. Enfin, c'est un tout en fait. Ça me. Et le moment de peindre, ou juste le fait ou juste une fois que tu as fini et que tu as conquis la bête dans un sens. En fait, moi je fonctionne beaucoup par image dans ma tête, donc j'ai l'image de ce vers quoi je veux aller avant de commencer. Et donc quand j'ai terminé, si ça correspond, si ça match, il suffit que je regarde, je vois la photo dans ma tête et je la vois matcher et je me dis c'est bon. Oui, ça c'est l'excitation finale, on va dire. Je vais pas dire suprême, mais finale. Mais durant tout le process, oui. Est-ce que le résultat final est souvent fidèle à la projection? À la projection, je m'arrange pour. Ah ouais. Est-ce que le résultat final, quand tu peins, est fidèle à ce que ta projection? Oui, en général, oui. Pareil. Ah ouais. Ouais.
C'est marrant. Et quand ça ne l'est pas, on reste dessus. Pour que ça le soit. Si ça ne l'est pas, on reste tu dessus. Tu continues pour la pousser, pour aller vers ce que tu veux. Oui. Quoi. D'accord. Est-ce que peindre, du coup, vous êtes rencontrés à Poulard de Fer, non? Non. Vous êtes rencontrés où? On s'est rencontrés à l'aéroport. Où ça? À l'aéroport. Sur Tinder? Je peignais. Au Mur Galerie. Je peignais au Mur Galerie. Et vous avez fait Poulard de Fer ensemble, non? Ah ben oui, après on a exposé ensemble en janvier. Ouais. Oui. Avant ou après? Non, à Artruche, mais pas à Poulard. À Artruche via la Poulard de Fer numérique en fait. Voilà. C'est ça. D'accord. Ouais. Parce que du coup, toi tu as fait ta carrière en Guadeloupe. Oui. Et toi à Paris. Oui. Mais donc toi tu arrives quand lui, pas qu'il part, mais tu prends part à beaucoup d'événements à l'extérieur, pas beaucoup, mais enfin un petit peu quand même. Quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives ici et que tu rencontres Stick et que tu découvres tout ça? Bah ouais, je découvre l'artiste. Mais parle un peu dans le... Ouais, excuse-moi. Ouais, je découvre l'artiste et puis... Et puis, tu comprends j'essaye de comprendre le graffiti. Dans une scène qui est locale. Toi, tu es dans une scène qui est locale aussi, mais en France. Oui. Et donc, il se passe des choses en France qui correspondent. Naturellement, il y a un lien, c'est le street art. Mais toi, tu es dans ton univers. Lui, toi, tu arrives ici, tu rencontres le gars. Bon, il est champion du monde aussi de body painting, donc c'est pas anodin. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cet échange, en fait? Alors, dans cet échange, c'est que Stick, lui, il veut s'exporter. Et je crois que c'est la meilleure façon pour s'émanciper. Et moi, je suis venu ici. Mais quand je suis venu ici, je suis connu dans le monde entier sans faire de... Voilà. C'est une légende, hein. Et mais c'est pour ça. Et quand j'ai ici aussi, toi. Ici, lui, c'est dans le monde. Oui, voilà, donc moi c'est dans le monde. Ici, il n'est pas une légende. Voilà, quand j'arrive ici, je suis incognito. On ne me connaît pas. Ouais. Je suis revenu à zéro. C'est très bien. Non, pas à zéro, mais non, mais je veux dire, voilà, au niveau popularité. Et du coup, c'est bien pour le cœur parce que on s'apaise, on redescend un peu, on se pose plein de questions, on se remet en question. Je trouve que c'est un bel exercice de revenir au pays et d'être enfin incognito parce que le succès ou la popularité en métropole, on marche pas bien dans la rue parce qu'on est reconnu, parce que voilà, moi m'est arrivé de faire une sorte de dédicace à un gamin dans le métro qui me tendait son bras pour que je lui tague le bras. Donc c'est toutes ces choses-là que nous on n'y pense pas parce qu'on est des graffeurs, on est incognito, on est tout en discrétion. Quand on commence à faire de l'art, là on est un peu vu à la lumière et la réception de la lumière, soit on a la grosse tête, soit on la supporte pas. On revient donc parce que en tant que street artist, la transition de la rue vers la galerie, c'est un peu la consécration, quoi. Faut dire, non? Oui, là on est des artistes. C'est plus facile en Guadeloupe. De passer de la rue à l'art? De la rue à la galerie ou de la galerie rue à... mais il n'y a pas de galerie en Guadeloupe, donc c'est pas compliqué. Je rigole. Et puis la rue, c'est pas la même. Mais c'est plus facile en Guadeloupe, puisque c'est moins... Mais donc du coup, est-ce que dans le milieu street art en Guadeloupe, est-ce que c'est autant considéré comme une sorte de consécration? Tout est à des niveaux plus bas que oui, mais quand ailleurs. Même. Tu sais, toi, par exemple, le fait que tu exposes dans des galeries, que tu exposes à Poulard de Fer, aller en galerie, oui. Voilà. Est-ce que les autres gars se disent machin? Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a pas, enfin beaucoup. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu es passé? Alors, qui t'a rencontré, qui t'a exposé, qui a? En fait, comment ça s'est passé? J'étais dans la street et puis je vais chez des amis. Et comme je taguais beaucoup sur des petites feuilles à chaque fois pendant qu'ils jouaient à la console, il y a un ami, justement, il m'a donné 2 toiles. Il m'a dit non mais les feuilles, non mais tiens, prends 2 toiles. Et je fais non, moi je fais pas de toile et je tague quand même dessus finalement parce que je me dis une feuille, une toile c'est rien du tout. Et puis là il met en maison de vente à Cornette de Saint-Cyr, une grande maison. Et là ça vend. Et là, je me retrouve basculé dans un univers où... Et donc, d'un coup, tu es mis en lumière et
tu as de nouvelles opportunités. Du coup. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, ouais. Est-ce que tu peins différemment sur toile que dans la rue? Parce qu'il y a une dimension qui est différente, non? Bah oui, ça veut dire que... Tu as une pression qui est différente aussi, presque. Oui, j'ai une pression parce que dans la rue, on fait un tag, un graphe sur un tableau. Mais c'est éphémère. On fait dans la rue, c'est éphémère, mais sur un tableau, c'est pas éphémère. Donc on sait que ça va rester pas mal de temps. Donc au final, on va taguer, on va grapher, mais c'est pas le même graphe. C'est un travail un peu plus approfondi qu'on fait sur la toile. On met plus de temps. Sur des transports urbains ou dans la rue, on met 20 minutes, une demi-heure, allez, grosso modo. Mais quand on est sur une toile, on peut mettre de 15 jours à un mois jusqu'à 10 ans. Mais ça vient avec une sorte une charge d'angoisse aussi, du coup. Charge d'angoisse, ouais. Est-ce que tu as réussi à dompter ça? On essaye. On essaye. Je peux pas te dire, on essaye. Lindsay, parle-moi du street art, de l'art et tout ça. Comment ça se passe de ton côté, puisque... Mais alors c'est marrant parce que moi je connais moins ton histoire, mais tu as commencé où et comment? Alors, je faisais déjà de la peinture au pinceau, sur toile, depuis petite, j'ai toujours aimé ça. Et ça m'est venu d'avoir été emmenée dans des expos et des musées par ma mère, et de voir, ça m'a donné envie de faire. Et j'avais une manière de regarder les tableaux, et c'est vrai que sur le coup, je ne me rendais pas compte, mais maintenant, je vois que je ne regardais pas ça comme les autres enfants. Non, mais je veux dire, pour le graphe ou la peinture. La peinture. Tu as fait des études d'art ou comment? Non, du tout. Tu as fait des études de quoi? Moi, j'ai fait des études de psycho. Donc, tu es psychologue? J'ai quand même passé art plastique au bac. Je l'avais pris en option, donc j'avais déjà quand même ce goût-là et je faisais déjà depuis petite des choses. Ça m'a rapporté quelques points au bac, ça m'a bien aidé. et donc, je faisais de la peinture tableau comme ça pour le plaisir. Et ensuite, je me suis retrouvée en région parisienne, dans un 15 mètres carrés, avec l'envie de faire des grands formats, mais pas du tout l'espace pour. Et j'ai rencontré des gens sur Paris qui étaient dans le graffiti. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée intégrée dans un crew. Et donc moi, à la base, c'est venu d'un manque d'espace. Et donc tu étais à Paris? Oui. D'accord. Et après, donc tu as vécu ta vie de street artiste à Paris? Oui, j'ai fait 8-9 ans à Paris. Et tu es venue en Guadeloupe quand? Ça fait 12 ans que je suis en Guadeloupe. Mais tu es guadeloupéenne comment? Je suis pas du tout guadeloupéenne en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis picarde. C'est le travail en fait de psycho qui m'a fait venir en Guadeloupe. Explique-nous. Parce qu'en fait j'ai une spécialité dans la psycho qui est un petit peu... Psycho, c'est psychologie. Hein? Psychologie, ouais, je suis psychologue pour enfants, spécialisée dans le cognitif et le comportemental, donc tout ce qui est cérébral et puis comportemental, le comportement et les liens biologiques, neurobiologiques entre tout ça. Et comme il n'y avait personne dans ma spécialité en Guadeloupe, au début, ils m'ont fait venir de Paris. Je venais tous les 3 mois. Et puis au bout d'un an d'aller-retour, j'ai décidé de m'installer. Et donc tu as rejoint un peu le street art ici? Pas du tout. Quand je suis arrivée, au contraire, j'ai arrêté le street art pendant 7 ans. Et tu as arrêté le street art? J'ai arrêté l'art? Non, j'ai continué l'art. Je suis revenue au tableau. Du coup, j'avais l'espace. En Guadeloupe ou déjà là-bas? Donc c'est quand tu es arrivé ici, tu t'es dit bon, je peins sur des toiles. Voilà, j'avais l'espace enfin chez moi pour le faire. Ah, c'est ça. C'est vraiment l'espace. Moi. Pour moi, la bombe aérosol, c'est un outil comme un autre. J'aime autant l'aquarelle, le pastel que la bombe aérosol. C'est une technique comme une autre. Et donc, en revenant ici, pour la réputation, parce que c'est vrai que moi, comme je venais de ce côté vandale, c'est mal vu. Du coup, j'ai arrêté pendant 7 ans, le temps de me faire mon nom dans la psycho, etc. Et puis on m'a reproposé de reprendre un peu les bombes, et comme j'étais bien installée... Donc pendant 7 ans, t'as pas peint? Si, j'ai peint des tableaux, mais pas à la bombe. D'accord, donc tu as fait une peinture plus traditionnelle. Ouais. Et après, tu es revenu au street art. Et après, j'ai repris un peu les bombes, mais je continue les pinceaux. Là, et ça fait combien de temps à peu près, le street art? Alors, le street art... En Guadeloupe? En fait, il y a eu... en Guadeloupe, ça fait pas très longtemps. Moi, j'ai commencé à graffer il y a 20 ans. Non, mais en Guadeloupe. Et après, j'ai fait une pause de 7 ans en Guadeloupe. En Guadeloupe, ça fait quoi? Ça fait 1 an, ça fait 6 mois? Non, ça fait peut-être 4 ans, 5... truc comme ça, 4 ans, 5 ans. Explique-nous ce que tu as fait au CAC.
Parce que moi, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement, je ne suis pas encore allé, mais c'est assez impressionnant parce que du coup, tu peins du sol au plafond, quoi. Oui, et puis en fait, le but, l'œuvre, elle s'appelle Nature Inside. Et donc, le but, c'était de. En français, la nature à l'intérieur. La nature à l'intérieur. Et le but, donc, c'était de parler de plusieurs points symboliquement. Je parle de la nature végétale, minérale, etc. Voilà, je parle de la nature végétale, du caractère essentiel de la nature. Et c'était aussi pour soulever l'interrogation sur, justement, qu'est-ce qui est essentiel dans la nature humaine. Donc c'est la nature végétale comme essentielle et quel est l'essentiel dans la nature humaine. Pour soulever le point sur le soutien à l'art et la culture et au partage. Parce que le Centre des Arts... Donc c'est une œuvre un peu engagée alors? Très engagée, il y a des messages de partout. Explique-moi. Alors ça parle déjà de temporalité parce que c'est une œuvre où justement il y a différentes photos. Et donc ça représente un tenté de la création et qui correspond à un message qui est parfois différent. Il y a ça fait écho à une plante qui grandit ou un humain qui grandit, à la temporalité, l'évolution dans le temps. Mais quelque part, est-ce que quelque part ça rejoint pas un peu, si tu veux, le fait que la nature parfois reprend ses droits. C'est ça. Dans des endroits abandonnés, quoi. Exactement. Et donc tu as cette lutte entre la construction humaine et la nature qui veut... Le message, c'est le retour à l'essentiel, la nature végétale, mais aussi le retour à l'essentiel de notre nature, qui est aussi la culture, l'art et le partage social. Et le Centre des Arts symbolise ça, parce que ça fait un moment qu'on est quand même en temps de pandémie au niveau partage social et culturel, on nous insérait quand même bien la vis. Et donc l'œuvre, elle dénonce ça. Elle dénonce le fait qu'on a mis au rang de non essentiel la culture, et pour moi c'est essentiel, la liberté, la culture et le partage. Et le Centre des Arts, il a ramené ça de manière illégale, puisque justement c'est se réapproprier un espace, c'est se réapproprier un peu de force, de manière un peu anarchique, un espace pour revendiquer des messages idéologiques de société qu'on voudrait. Est-ce que tu es... T'as trouvé un pot de bleu et t'as fait tout en bleu, ou est-ce qu'il y a une relation avec le bleu? Le bleu, oui, parce que il n'y a pas que sur cette fresque qu'il y a beaucoup de bleu sur tes œuvres. Je dis souvent que mon style est bleu de Prusse, mais alors ça c'est toute une longue histoire. Pourquoi le bleu de Prusse? Il y a un clin d'œil à mon travail officiel de psychologue par rapport aux enfants autistes. On dit ils sont nés un jour bleu. Il y a il y a un autiste qui a écrit un livre, Je suis né un jour bleu, et on dit que le bleu c'est la couleur de l'autisme. Donc il y a le clin d'œil aux enfants bleus de mon travail. Il y a le clin d'œil à l'histoire française par rapport à la libération du petit peuple par l'éducation. Derrière ce côté Prusse. Pourquoi le bleu de Prusse? Quand Napoléon a perdu la guerre contre les Prussiens, il s'est demandé pourquoi il avait perdu. Il a regardé l'état de ses troupes et il a vu que les jeunes soldats étaient en piètre état par rapport aux Prussiens. Et du coup, il a décrété, c'est le début du droit de l'enfant et le début de l'éducation, il a décrété que le droit du travail instaurait que l'enfant n'a pas le droit de travailler. Alors au début, c'était des âges horribles, n'a pas le droit de travailler avant 6 ans, 8 ans, mais ils ont commencé à reculer comme ça l'âge de début d'entrée de l'enfant dans le travail. Et c'est ça aussi qui a créé l'enfance. Et moi, je suis psychologue pour enfants. Et donc... à partir de cette guerre-là et de son constat, ils ont mis en place du coup ces lois-là, et puis ils se sont retrouvés avec plein de petits gamins, les petits Gavroches, qui foutaient le bordel dans les rues et qui emmerdaient les bourgeois. Et du coup, pour calmer tout ça, ils ont commencé à créer les écoles maternelles, et la France, au niveau mondial, c'est un exemple dans cette création des écoles maternelles et de l'éducation au petit peuple. C'est pour ça qu'on est assez révolutionnaire par rapport à ça. L'école maternelle en France a été très attaquée parce que les gens n'ont pas remarqué, mais on est passé de l'âge d'entrée à 2 ans, on est passé à 3 ans, et là ça tire vers le 4 ans. Donc ça met du retard de développement dans l'humain, mais bon, c'est un autre point. Et donc, ils ont créé les écoles maternelles, où c'était au début des grands amphis où ils parquaient les gamins
parce que voilà, le petit peuple n'avait pas les moyens de payer une nourrice. C'était un manque à gagner depuis envoyer l'enfant au champ ou à l'usine avec soi. Et donc, ils ne payaient pas de nourrice. C'est pour ça qu'ils étaient à la rue. Et donc, ils ont créé ces écoles-là où ils les ont parquées. C'était au début un grand amphi où ils ne faisaient rien. Et il y a eu des femmes bourgeoises qui ont étudié le développement de leur enfant en prenant des notes. Et c'était les débuts de la psycho de l'enfant. La psychologie du développement, l'analyse du développement. Et ces grandes dames sont allées dans ces amphis-là et ont dit on ne peut pas laisser ces gamins-là comme ça ne rien faire. On va leur proposer des activités physiques et diverses. Et c'était le début de l'école. Et donc, c'était le début de l'instruction au petit peuple. Et le bleu? Eh ben, le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, pareil, dans l'histoire de l'art, c'était la première couleur synthétique. Il y a toute une histoire. Il y a beaucoup de couleurs dans tes œuvres. Oui. Beaucoup, ouais. Moi, je fais des couleurs, vraiment, des couleurs pétantes. C'est aussi... voilà, moi, je viens du graffiti, donc nous, dans la rue, on voulait se faire remarquer, on va prendre des couleurs flashantes, on va prendre les places les plus hautes, on va prendre les places les plus visibles. Et sur mes tableaux, en fait, ça... Faut que ça pète, quoi. Ouais, faut que ça pète. Il y a beaucoup de couleurs aussi, mais toi, tu choisis en fonction. Ah bon? Oui, parce que par exemple, à Pointe de la Grande de Pointe-à-Pitre, c'est rouge fuchsia. C'est pas rouge fuchsia, bleu, jaune, orange, doré, c'est pas machin. Alors il y a un petit peu de tout, mais du moment, quand on arrive, quand on passe devant, on a une impression colorée forte. Ouais, alors moi déjà, maintenant que je travaille les portraits, j'aime pas faire des portraits qui ramènent au figuratif, enfin faire quelque chose de vraiment réaliste. Donc je sors des couleurs. Du range de couleurs. Mais en dehors des portraits, mais je parle de l'usage de la couleur. Tu as un usage de la couleur généralement qui est plutôt monochromatique, disons. Ouais, mais si tu regardes bien, il y a toujours une couleur qui marque le contraste. Voilà, c'est ça. Une couleur secondaire. Oui, naturellement. Mais le choix se fait parce qu'en Guadeloupe, généralement, on n'a pas forcément tout le temps le matériel. Donc en fait, mon choix se fait tout le temps quand j'arrive dans le magasin ou chez moi, devant mon armoire de bombes, et je regarde ce que j'ai. Et en fonction de si... là, je sais que ce mur-là, j'avais beaucoup de rose fuchsia déjà en stock chez moi. Il y en avait beaucoup dans le magasin où je me fournissais. Donc je me suis dit, au moins, je ne vais pas galérer, je ne vais pas tomber en panne parce que le mur est gros. Est-ce que quelque part, c'est pas... Est-ce que c'est pas un peu, quelque part, se dire... un peu comme Picasso, quoi. Quand j'ai pas de noir, quand j'ai pas de bleu, je prends du rouge. En fait, moi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend parfois avec les critiques d'art et tout ça, qui font des grandes théories sur l'artiste a utilisé cette couleur ou fait telle chose parce que tatati tatata. Alors que nous, en tant qu'artistes, on sait très bien que parfois, c'est juste parce qu'il y en avait plus, quoi. Tu vois. Et ça part dans un sens grands lyrics, alors qu'ils savent rien et que toi, tu sais très bien qu'en fait, non, le gars n'avait peut-être plus de bleu, tu vois. Ouais, mais dans la pratique, quelque part, pour parler vite, c'est pas tout le monde qui peut s'en sortir avec ce qu'il y a. Non, mais en fait, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. En cuisine, il faut être un bon chef pour faire quelque chose d'extraordinaire avec ce qu'on a. Non, mais en peinture, je pense que c'est pareil aussi. Et donc en peinture, c'est ça, c'est-à-dire que quelque part, tu te dis, je vais réussir à maîtriser le truc jusqu'au bout avec ce qu'il y a là. Sans que ça soit le truc qui me force à aller acheter des choses, quoi. Ouais, après, moi j'ai toujours aimé débrouiller à pas pêcher, donc parce que j'ai jamais eu les moyens forcément, donc je faisais avec ce qu'il y avait. T'as pas toujours, disons. Comment ça? Changer les moyens. Il y a une différence entre j'ai jamais et j'ai pas toujours. Ce week-end, c'est pour ça que je suis fatigué, j'étais là comme ça. Non, mais je veux dire, on volait nos bombes, on n'achetait pas nos bombes. C'est ce que je voulais dire. Nous, on volait nos bombes, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens et des fois, on volait une vert kaki. C'est vrai. Mais on était là avec des couleurs, c'est vrai. Parfois, tu te retrouves avec des couleurs de merde, donc tu te dis pourquoi j'ai pris ça? Parce que il faisait noir. Tu vois, rapide. Donc, puis après, tu fais ton partage. Ouais, non, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, je ne vais pas nommer son nom parce que pour moi, c'est un superbe artiste, je l'adore, hein, il est très très fort. Mais lui, il n'est pas trop sur la création en couleur, il est plus sur du réalisme, et avec des couleurs réalistes. Et on faisait une créa et en mode coloré, tu vois. Et il m'a dit, attends, là, il va me falloir du temps pour
pour conceptualiser la préparation et ensuite la schématisation de comment je vais faire, quelle étape, quelle couleur en premier et tout. Et c'est là que j'ai pris conscience que en fait pour moi c'est logique, mais tout comme ça pourrait être pas forcément logique avec peut-être du noir et blanc ou les couleurs chères, j'ai pris conscience que ça ne l'est pas forcément pour tout le monde de prendre ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe avec le body painting? Comment ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Par rapport aux compétitions, aux événements, aux choses comme ça? Je sais pas, c'est dans la vie de stick. Je prépare des choses. J'ai envie de. C'est un peu comme pendant le Covid avec le graffiti. En tout cas, oui, le street art, le graffiti. Ça serait un autre débat pour savoir qu'est-ce que c'est pas. Mais j'avais pas envie de sortir et d'aller faire un mur comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai sorti les grands panneaux, les grands collages que j'ai mis au bord des routes. Là, le body painting, j'ai pas envie de ressortir et de faire un body painting, quoi. J'essaie de trouver quelque chose de différent. Enfin, de différent. J'essaie d'emmener la chose un peu plus loin, quoi. C'est tout. Je suis juste dans une réflexion. Ouais. Tu sais pas? Ouais, je vais voir. Mais je sais que j'ai pas. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure d'image. Ce que tu as réalisé, est-ce que ça correspond à ce que tu as dans la tête? Là, je sais que ce que j'ai en tête, c'est pas mal. Mais je pense qu'il manque encore un petit truc. Est-ce que le travail de body painting est plus abstrait dans un sens? Je parle de ce que tu peins. Puisque le corps, il est déjà là. Donc, ce que tu vas peindre dessus, est-ce que ça te pousse à voir... Abstrait? Oui, est-ce que c'est une œuvre abstraite, ce que tu fais sur le corps des gens, des filles? Non, je pense pas qu'abstrait ce soit le meilleur mot. Moi, je sais que ce qui a été difficile pour moi, c'était le corps, justement. Mm-hmm. Le support en lui-même, le corps. Parce que moi, je suis passé de mur plat, ou au pire, on prend souvent en compte la texture du mur, mais on va chercher souvent un mur plat. Donc moi, je suis passé de quelque chose de plat à quelque chose en 3 dimensions, même 4 dimensions presque, parce que le corps bouge. Surtout si c'est le corps d'une femme, les seins vont bouger, la peau va se durcir, la personne respire. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce qu'on en faisait tous. Je pense que on en a tous fait un peu. Tu taguais sur les copines avec des feutres et tout, et puis c'est devenu un phénomène de mode. Oui, oui, body painting. Ouais, j'ai fait. Enfin, dans le privé. Dans le privé. C'est ça. Ouais, on en a fait. Et il y avait un site qui mettait ça, qui postait plein de photos et tout machin, et ça a pris de l'ampleur ici, et donc j'ai juste cherché, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça. Et j'ai vu que ça s'appelait du body painting, qu'il y avait tel le pinceau, l'aérographe, et puis c'est parti. Donc du coup, toi, tu fais body painting, street art et art, dans un sens. Et j'oublie ce que j'avais demandé. Oui. Générique. Ah non. Dans l'art, si tu veux, au début, l'art c'était la peinture et la sculpture. Après, la photographie a eu un peu de mal à s'établir, à rentrer, etc. Donc maintenant, plus personne ne se pose la question de savoir si la photographie c'est de l'art. Il y a des artistes photographes qui sont à tous les niveaux, etc. Le street art est arrivé. Pareil, on s'est posé la question, est-ce que le street art c'est de l'art, etc. Finalement, maintenant, le street art est presque plus populaire que l'art contemporain, normal, quoi. Est-ce que tu vois le body art prendre une place? Ça prend pas la direction. Pour moi, ça en prend pas. Un tout petit peu. Là, il y a eu pas mal de buzz ces temps-ci avec certaines personnes du milieu qui ont fait les incroyables talents, qui ont buzzé sur les réseaux. En fait, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a encore c'est le rapport avec le corps, je pense, qui gêne encore la société de manière générale, les consciences collectives. Je pense que c'est ça. Parce que ça buzz, tout le monde connaît énormément d'œuvres body painting, il y a plein de gens qui m'en parlent. Je suis sûr qu'ici, tout le monde en a déjà vu une qui a marqué « Ah ouais, t'as vu le truc, le machin ?» Mais finalement, c'est pas si connu et reconnu que ça. Je pense que c'est avec cette notion du corps où on a encore beaucoup de mal à... Ouais, on n'est pas prêt. Je pense que... Donc ça viendra peut-être, hein, mais on n'est pas prêt. Et puis il faut aussi passer de quelque chose d'ultra éphémère, le corps, à comment vendre le corps au final. Donc pour l'instant, ce que les gens ont trouvé, c'est soit sous forme de performance, soit sous forme d'impression. Donc les gens trouvent que, je pense qu'il y a un fossé trop grand entre le body painting que tu vas pouvoir avoir là et celui que tu vas acheter qui finalement est sur un bout de papier. Où
tu vas peut-être parfois même pas te rendre compte que c'est du body painting. Donc ouais, je pense que de base les gens sont pas encore prêts. Qu'est-ce qui se passe à l'Ensemble? Plein de choses. Non, à l'Ensemble, il y a notre duo, l'exposition qui est jusqu'à mardi d'ailleurs. Et ouais, c'est des belles choses, c'est deux univers qui se rencontrent en sachant qu'à la base on vient du même milieu, donc c'est deux chemins qu'on a pris différents. Oui. Enfin, pas différemment, mais en tout cas sous des latitudes vachement différentes, quoi. Voilà, ouais. Et du coup, hop, on a produit des œuvres qui se marient bien entre elles. Donc, ouais, moi je suis content. C'est une très belle expo. C'est une continuité de l'expo qu'on a fait chez toi à l'Artruche. Et je trouve que c'est une belle expérience. Et les gens réagissent bien aux 3 dimensions, aux lunettes en 3D? Alors ils disent waouh, mais au niveau de l'art, c'est toujours un problème. C'est encore un code qu'on a encore transgressé. Donc ils sont pas prêts. Je pense. Comme le graffiti en lui-même. Le graffiti en lui-même, le lettrage, ils sont pas encore prêts. Ils sont plus vers le portrait, vers le graffiti pur et dur, comme je le fais. Ils sont pas encore prêts. Mais bon, moi, c'est un nouveau challenge. J'ai connu ça il y a 10 ans en métropole. C'est ça. Du coup, le noir, c'est une couleur ou c'est une race? Je sais. Non, par contre, tu vois, quand j'ai commencé à travailler le noir, que je ne travaillais pas du tout avant. Quand tu dis que tu as travaillé le noir, tu veux dire? J'ai commencé à utiliser le noir. Quel noir? La peinture noire. La couleur noire. Oui, tu croyais que c'était utilisé quoi? Il m'utilise en dur. Je te pose une question, il faut que tu sois clair dans la réponse. La peinture noire. Oui. Sur les tableaux? Sur les tableaux, que je n'utilisais jamais, que ce soit en body painting, sur mur ou sur toile. Jamais. Je parle en fond ou tu parles en peinture? En tout. Fond et ou détail, dégradé. Voilà, pas juste en fond, parce qu'en fait, je pose la question un peu amenée. Voilà, on voit le tableau principal du truc, parce qu'en fait, ici sur cette expo, tu présentes des choses. T'es venu? Peut-être que je suis venu. Sur l'expo, tu présentes des œuvres qui sont faites sur des fonds noirs. Alors déjà, tu vois, c'est pas du noir, c'est du gris anthracite. Enfin bon, c'est ça le bon travail du noir. Et non, mais ce que je veux dire, c'est une différence avec d'habitude, c'est sur le fond blanc, tu vois, d'habitude, par défaut, tu vois, c'est fond blanc. Mais c'est aussi, l'important pour moi aussi là, c'était de travailler l'intérieur de l'œuvre aussi en noir, utiliser des noirs différents. Ce que je ne fais jamais. Tu dis que c'est pas du noir parce qu'il y a aussi du noir à l'intérieur. Tu peins aussi avec de la peinture noire sur ce fond qui au bout du compte et amène au noir. Ouais. Et en fait, c'était pour moi une première. Enfin, ça faisait presque 15 ans, enfin 13 ans, 15 ans que j'avais pas utilisé de noir. Peu importe. Enfin, en fond aussi, ça m'est déjà arrivé sur des fresques, parce que le fond est noir. Bon, tu viens dans un festival où les gens ont peint en noir, c'est noir. Mais pour travailler ce que je travaille sur mes œuvres, je n'utilisais jamais sur le noir. Tes œuvres, tu veux dire sur de la toile? La toile ou sur mur, ou sur body painting. En substance ici. Là, il y a du noir. Mais c'est sur de la toile. C'est les œuvres sur toile. Oui, là, ce sont les œuvres sur toile. Cette considération que le noir est ou pas une couleur. Justement, donc j'ai fait des petites recherches. Je ne suis pas rentré dans de grandes théories. J'ai remarqué que les plus grandes définitions qui ressortaient étaient souvent les scientifiques qui disaient que le noir ne reflétant aucun spectre de lumière, ce n'était donc pas une couleur. Moi, en faisant mon travail de noir, surtout sur mes petits formats, les petits dessins, je crois qu'on n'a pas de photos, mais je sais ce que j'ai envoyé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction de comment tu utilisais le noir renvoyait la couleur, soit de la personne qui l'observait, soit du décor. Et donc je me disais, mais alors, ça m'a permis de me dire, alors finalement le noir est une couleur, puisque là il renvoie une couleur, il renvoie un spectre, et en plus il renvoie le spectre que tu lui donnes, donc c'est vraiment la notion de la couleur. Donc pour moi le noir est une couleur. Aujourd'hui, après cette petite année de travail dessus, que je vais continuer, pour moi le noir est une couleur. Moi je suis assez d'accord. Moi, son travail, effectivement... c'est ça. Mais franchement, c'est vrai. Moi, ce que j'ai apprécié, effectivement, en travaillant le noir, pour moi, le noir est une couleur. La façon qu'il a travaillé, oui.
Et la façon dont tu travailles? Moi, je vais être classique. Hein. On nous apprend à l'école qu'il y a des couleurs, les primaires, machin, et que le noir et le blanc n'est pas une couleur. Voilà, ça c'est la vision académique. Mais moi, je l'utilise. Pour moi, c'est une couleur. Pour Stick, c'est une couleur. Pour moi aussi, c'est une couleur. Voilà. Et qui en plus porte d'autres couleurs en elle, comme tu dis. Hein. Oui. C'est vrai, ce reflet. On le voit sur d'ailleurs, Nathalie Hainaut me l'a souligné dans la photo de l'arbre, dans une des photos de l'arbre au Centre des Arts. Elle a cru que j'avais mis du bleu au plafond et en fait non, c'est le reflet de la lumière bleue sur le noir. Et effectivement, ça fait des petits reflets bleutés. Il y a aussi la mousse végétale, comment elle a réagi avec la bombe noire pour créer d'autres couleurs, c'est marrant. Et pour toi, le noir est une couleur? Je suis pas sûr. Ouais, pourquoi? Parce que le fait que le noir ait des qualités différentes n'en fait pas une couleur. Ça peut ne pas être une couleur, avoir des qualités différentes. Par exemple, tu vois, le noir du micro ici est un noir différent de ma chemise, parce que sinon tu ne le verrais pas contre la chemise, tu vois. Donc, tu as des qualités différentes de noir. Il y a un noir qui a été inventé, je crois, par un russe. Le Vantablack. Ouais, qui absorbe toute la lumière. Ouais, donc c'est ça. tu peux mettre un iPad devant, enfin s'il est de cette couleur. couleur-là. Oui, mais si ça absorbe toute la lumière que tu ne vois pas. Donc c'est pas une couleur. Mais si tu l'as, c'est un peu ce que tu dis. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fonction du noir, c'est ou ce n'est pas une couleur, c'est ça? Non, je dis que sa qualité propre est de pas vraiment être une couleur, parce que si tu veux, tu le vois pas, mais c'est difficile. La couleur, c'est très compliqué. Mais c'est sûr que le noir et le blanc ont une qualité différente, distincte, quand tu peins, que le reste des couleurs. Et cette qualité font que c'est à part, quoi. Ouais, mais tu vois. Et donc, est-ce que c'est une couleur? Je sais pas. Mais pour l'exercice, pour fonctionner, c'est plus simple de les considérer comme étant pas vraiment des couleurs, et par conséquent, ça permet de les catégoriser correctement et de mieux travailler, de mon point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vois, mais après, tu vois, quand je travaillais où j'utilisais pas de noir du tout, j'étais à la recherche d'un contraste maximum sans en utiliser, et donc finalement, je me retrouvais à le bannir, et donc à aller un peu à l'encontre de ce que tu disais, que le noir et le blanc ont leur propre définition et valeur et comment on dit, dans notre travail artistique, tu vois, puisque je ne l'utilisais pas. Mais tu ne l'utilisais pas, mais ça fait pas. Ça donne l'impression qu'en fait le noir et le blanc permettent d'obtenir. Je ne sais pas si tu as réussi. Par exemple, tu vois, quand tu dis que tu t'interdisais l'usage du noir et que tu cherchais les contrastes maximum sans l'utilisation de ces deux couleurs, ben, je ne sais pas si tu as réussi. Parce que, est-ce que tu as eu des contrastes importants? Oui. Est-ce que tu as eu des résultats importants? Oui. Nous, par exemple, c'est un exercice qu'on faisait à l'école d'art. Tu vois, pendant toute ma scolarité, 5 ans, le cours de couleur, Ernest Broller, interdiction d'utiliser le noir. Toute la scolarité, enfin je veux dire, étudiant en beaux-arts, tu vois. Et après, je me suis lâché. Je me suis dit, bon, ça va, quoi. Mais donc, est-ce que j'ai réussi? Ça te force à chercher de nouvelles solutions. Oui. Ça te force même, toi, à réfléchir, de savoir, est-ce que finalement, comme tu ne trouves pas là, est-ce que tu n'as pas une autre solution qui ne soit pas dans l'application, mais qui soit dans la conception? Donc tu fais le tour dans l'autre sens, etc. Tu vois. Et donc, de ce point de vue, juste le fait que tu réussisses à avoir des œuvres de qualité en t'interdisant l'utilisation du noir ne veut pas dire que j'ai réussi. Non, ça ne veut pas dire que tu as réussi à avoir le contraste maximum. Oui. Mais est-ce que l'utilisation du noir est la définition du contraste maximum? Ça dépend du contexte, mais noir et blanc, oui. Je veux dire, si tu imagines, c'est quand on te met dans une salle qui est complètement noire, qu'il n'y a plus de lumière, et d'un coup on te met de la lumière dans le visage. Ouais, mais là je parle en peinture. Mais quelle différence? Parce que si tu vois pas la couleur. Parce que peut-être que ça va dépendre aussi comment tu utilises les autres couleurs, et même le blanc. Et peut-être que finalement, sans utiliser le noir, tu vas te retrouver avec un contraste maximum. Et alors que si tu avais utilisé le noir, la balance ferait que le contraste serait différent et peut-être moindre. Mais un contraste de quoi? Ben, le contraste que tu as décidé de mettre en avant. C'est ça, il faut savoir quel contraste. Est-ce que c'est un contraste? C'est une discussion sans fin. C'est ça. Non mais tu as plusieurs contrastes. Non mais tu as plusieurs contrastes. Okay. Tu vois?
Et ça dépend de l'environnement et tout. C'est ça le truc. Oui. Après, tu t'arranges, tu vois. Mais la considération du noir comme étant une couleur, je sais pas. Mais c'est intéressant de voir où on peut aller. Et puis ça dépend aussi de quoi on parle, parce que est-ce qu'on part du spectre lumineux ou même des matières en elles-mêmes parce que voilà, on parle de couleurs, mais il y a les mécanismes physiques des spectres lumineux, mais puis après il y a les pigments. Mais ça change pas. Je trouve qu'on s'écarte. Ça rebondit sur le lumineux, mais on est dans la matière, dans une autre matière, autre que la lumière. Je me comprends. Non, je suis mal lâché là. Du coup, next, qu'est-ce qui est prochain pour toi alors? Du coup, sur quoi tu travailles maintenant? Là, va y avoir l'exposition sacrée et spirituelle à Yukae, donc je travaille là-dessus. Et voilà. Oui, ça sera une surprise. Ton expo en place jusqu'à demain? Ouais, jusqu'à demain. Votre expo? Oui, jusqu'à demain. Et puis, moi, pour ma part, je vais me remettre en production. Donc, on va plus me voir pendant pas mal de temps. Et puis, pour le projet futur, je vais reproduire des toiles, des séries. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il faut te contraindre à faire le contraire de Stick. Ne pas utiliser de couleur. Pourquoi pas? Un essai, pourquoi pas? Il y a plein de noirs. Ouais. Tu feras du soulage. Ouais, je vais voir. Pourquoi pas? Ou du I1. Ouais, moi je fais du I1. Donc, ouais, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Est-ce qu'on a autre chose? Ça continue encore au Centre des Arts. Hein. C'est un lieu qui est en évolution constante. Donc je continue sur Nature Inside, il y a tout un pan extérieur. Oui, alors du coup la fresque continue jusqu'à tu vas prendre tout l'immeuble en fait. En fait, l'œuvre c'est pas que la fresque, c'est une œuvre photographique pour insister sur cette notion de temps, d'évolution dans le temps, puis par rapport au temps qui est passé sur la suspension des travaux du centre. Et puis donc le dessin va à l'intérieur, il part à l'extérieur sur la façade, ça va rentrer dans les murs justement pour le côté inside. Et il y aura aussi un stop motion autour de tout ça. Super. Pour justement refléter ce temps qui passe, l'évolution. Oui, enfin le stop, mais tu vas continuer à peindre tant qu'on te laisse, tu continues du coup. Alors je vais au bout de mon idée surtout. Qui est? Qui était de commencer sur le mur à l'intérieur, le plafond, faire la façade et faire mon stop motion qui va avec. Oui, mais à quel moment ça s'arrête? Après le stop motion, Ah non, rien c'est encore. pas le stop motion qui décide, c'est toi. Oui, c'est moi. Quand je veux dire, si ça continue, s'il continue à avoir de la place dans les plafonds, tu continues ou? C'est possible, ouais. Bon, on verra. Thank you very much. Oui. À bientôt. À bientôt. Et... Stick. Merci à toi. À bientôt. Thank you very much. I see you next time. Yes.